Moi, c'est un tout petit peu différent puisque je n'ai pas de choses à vous présenter comme un institut que j'aurais créé ou ce genre de choses. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais et comment je me relie quand même assez fortement à tout ce qui a été dit précédemment. D'abord, j'étais un tout petit peu ennuyée avec le titre, la performance hors des sentiers battus, puisque la performance, en gros, je m'en contrefiche. Donc c'est vrai que j'étais un tout petit peu, bon, c'est absolument pas mon souci. Et les sentiers battus, je fais de la philosophie, donc vous avez compris, pour moi, les sentiers sont battus, rebattus, c'est vraiment pas là aussi un souci. Donc on passe sa vie sur les mêmes chemins. Et donc je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour dire quelque chose dans cette histoire-là? Mais en même temps, tout ce qui a été dit, je le partage à 1000%. Et donc, tout de même, j'ai vu qu'il y avait des choses communes. Alors d'abord, une chose qui n'est pas similaire, mais en même temps, nous nous entendons très bien, c'est avec Mathieu. Mathieu vous a parlé des futurs souhaitables, de la vision. Je fais exactement l'inverse de Mathieu, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas du tout à la question de la vision et du futur souhaitable. Je travaille sur l'amont. L'amont, c'est-à-dire les conditions de possibilité d'émergence de choix. Je travaille à créer de l'autonomisation chez les individus, que ce soit en psychanalyse, parce que je suis analyste, mais bien évidemment d'abord et surtout en tant qu'enseignant. Mon travail, c'est de créer des conditions d'émergence. Voilà, c'est simplement ça. Et croyez-moi, hélas, c'est extraordinairement compliqué, puisque nous sommes pris au piège, que ce soit dans la recherche ou dans l'éducation, par précisément la performance. Et donc, mon premier travail, c'est de m'extraire de ça et de rassurer mes élèves pour qu'ils fassent aussi ce travail-là, de ne pas avoir peur, de ne pas être immédiatement performants et de ne pas avoir la possibilité de transformer immédiatement leurs connaissances en résultats. Et déjà ça me prend un nombre infini d'heures sur mes cours, parce que croyez-moi que ça résiste, et c'est terrible de voir qu'à l'école, moi j'enseigne plutôt dans les grandes classes, 4e et 5e année, je termine la boucle, mais je vois hélas les résultantes, on va dire, de l'éducation française, que j'aime beaucoup et en même temps qui sont terribles, c'est cette appétence à ne plus inventer et à croire que l'on est efficace et performant. Et donc le travail de désapprentissage en fin de parcours est également assez fort. Alors, l'autonomisation, le sens du lien, c'est-à-dire de revenir effectivement au sens premier de l'intelligence, n'était égaré, c'est-à-dire faire lien. Donc c'est de comprendre que l'éthique est une épistémologie. Donc ça, c'est là aussi mon travail. Et là aussi, croyez-moi, il y a du sport, parce que c'est considéré comme superfétatoire, comme naïf, alors que c'est véritablement le grand territoire de l'invention, de l'ingéniosité et ce genre de choses. Donc, vraiment, une épistémologie plus vaste, c'est l'éthique. Le refus absolu de l'aliénation sociale, ça porte un autre nom, l'évaluation. L'évaluation au sens de donner du chiffre alors que l'on n'a pas de contenu. Et précisément parce qu'on n'a pas de contenu, il faut le transformer et faire croire, créer des simulacres autour de ça. Moi, j'ai appelé ça le nom des pairs. On a parlé des peers. Voilà, nous avons mis longtemps à nous séparer du nom du père. C'était compliqué, mais nous l'avons remplacé par quelque chose de beaucoup plus terrible qui s'appelle le nom des pairs, P-A-I-R-S, et qui s'appelle l'aliénation sociale, l'instrumentation, enfin pas l'instrumentation, mais la reconnaissance sociale falsifiée, qui sont des processus de reconnaissance falsifiés et qui nous détruisent. Donc là aussi, mon travail, c'est de libérer les élèves de ça et de leur montrer à quel point les processus de reconnaissance se construisent aussi, s'inventent, et petit à petit, à ne pas les rendre dépendants de cela. Et puis nous l'avons vu, ça marche, c'est tout à fait, entre guillemets, ça marche avec le caractère, si j'ose dire, innovant de la science, dans la mesure où nous l'avons vu avec Pier Paolo tout à l'heure, mais les grandes révolutions, les révolutions radicales, c'est-à-dire celles qui font des ruptures de paradigme, ne viennent jamais des pairs. Jamais. Pourquoi? C'est tout simple, parce que les pairs, ça renvoie à du rapport social, à du rapport de pouvoir, c'est de la transformation du savoir en pouvoir, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ce n'est pas de l'innovation scientifique, c'est autre chose. Donc
là aussi, voilà, les chimistes, vous avez toujours une révolution par une discipline connexe ou antinomique. Et donc, d'où la nécessité, vous voyez, de mettre des philosophes dans vos protocoles de recherche. Alors, tout ça, ça porte un nom, ça porte le nom du courage. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La fin du courage » et qui a essayé de montrer à quel point cette valeur, dans le sillage de Yankelevitch, de Foucault et d'autres qui ont bien évidemment extrêmement travaillé la notion du courage, comment cette valeur n'était pas obsolète, que c'était un outil de gouvernance absolue, et pas simplement un outil de leadership et de commandement comme c'est généralement pensé. C'est un outil de régulation et c'est un outil de gouvernance au sens où il crée l'écosystème de l'innovation. Bien évidemment, les courageux sont des commençants, sont des pionniers. Et donc, on l'a parlé tout à l'heure en introduction avec Emmanuel et puis par la suite, je crois, avec Anthony, sur les questions de la liberté. C'est l'écosystème effectivement magistral de l'innovation. Alors moi j'ai trois, puisque je reste quand même si j'ose dire, un philosophe moral, en tout cas quelqu'un qui est un enseignant-chercheur en philosophie politique, c'est mon premier domaine, mais mon premier domaine, justement, c'est la métaphysique, au départ, puisque j'ai fait ma thèse sur les schèmes renaissants, donc c'était effectivement assez proche de ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois ces révolutions latérales, rhizomiques, qui refusent la hiérarchisation des sciences et qui en même temps travaillent à créer des combinaisons efficaces, poétiques au sens premier du terme, poïétique au sens aristotélicien du terme. Et moi j'ai trois figurations, puisque l'air de rien je dirais quelque chose tout de même de l'individu. Un, le courage est un cogito au sens de Yankelevitch, c'est-à-dire un cogito, c'est-à-dire que vous pensez être quelqu'un et vous allez être courageux. Bonne nouvelle, c'est précisément l'inverse. Soyez courageux et vous récupérerez du sujet. Donc le sujet est directement lié, c'est une concrétion de ce courage-là, puisque nous faisons tous l'expérience de ces 1000 facettes d'un sujet totalement fragmenté, d'un sujet liquide, même peut-être à l'heure d'aujourd'hui, comme dirait Bauman. Mais voilà, le courage est un cogito. Et puis j'ai trois figurations du connais-toi toi-même, qui est une jolie formule, vieille comme le monde, comme Socrate, mais j'ai essayé, moi, de lui donner des figurations un peu plus concrètes que le connais-toi toi-même, qui est superbe, mais peut-être parfois désincarné pour certains. La première figuration du connais-toi toi-même, c'est l'imaginatio vera, l'imagination vraie. Donc c'est précisément le grand schème de la Renaissance, c'est de considérer que l'imagination est une faculté de l'entendement, véritablement. Ce n'est pas l'imaginaire au sens où c'est une fonction d'illusion, de simulacre, mais c'est précisément l'inverse. C'est une fonction agente. D'abord, elle nous fait agents de notre vie et surtout, elle est au cœur de ce qu'est la raison et non pas le rationalisme. Donc c'est une grande faculté cognitive, noétique, au sens premier du terme. Donc imaginatio vera, incarner cette imagination vraie. Deuxième temps, tout ça, ça a un prix. Donc effectivement, oui, il faut être prêt à risquer certaines choses. Et je l'ai nommé, j'ai fait un deuxième livre là-dessus. Tant qu'à faire, chacun fait ce qu'il sait faire. En tout cas, on essaye de faire. Donc moi, mon travail, c'est d'enseigner et d'écrire. Donc un premier livre qui est renvoyé à l'imaginatio vera, un deuxième livre qui renvoie au Praecium Doloris, au prix de la douleur. Non pas pour savoir, non, la douleur ne génère pas nécessairement de la vérité. En revanche, l'inverse, oui. La vérité crée de la douleur. C'est un fracas, c'est une grande rencontre avec le réel. Et la première, généralement, alors ça, le livre, si ça vous amuse, vous irez voir, traite de la notion d'accident, de ce qui arrive. Mais tout l'enjeu, c'était de récupérer cette force événementielle qui est dans le réel et d'essayer de la faire advenir dans nos vies
et bien évidemment dans nos raisonnements. Mais tout ça, ça a un prix, et notamment le prix du courage. Après, mon enjeu, c'était de montrer aux uns et aux autres que le prix du courage est bien moins cher à payer sur le long terme que le prix de la lâcheté, que le prix du manque du courage, dans la mesure où le courage est le seul vrai outil de protection du sujet. Sinon, vous fabriquez de l'érosion du sujet. Bon, ça, c'est pas encore très très grave, mais enfin quand même, ça se traduit souvent en dépression, en burn-out, et dans le meilleur des cas, vous atterrissez chez moi, bon, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose en même temps, mais bon, voilà, on va dire que je ne le souhaite pas, parce que je pense que voilà, il y a d'autres routes, et puis dans le pire des cas, vous atterrissez sur l'asphalte, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, là, il y a cet outil de protection absolue qui est le courage, donc véritable valeur ordinaire, plus qu'ordinaire, quotidienne, qui renvoie à ce que les anglo-saxons ou Orwell ont pu appeler le common decency, la décence commune. Donc, Precium Doloris, ce prix-là, je me souviens, alors c'est terrible parce qu'on est filmé, on ne peut pas raconter n'importe quoi, mais vous couperez. Hein, je ne désire jamais être filmé, sachez-le, donc je trouve ça terrible puisqu'on ne peut pas libérer la parole de la même manière, puisqu'il se joue ici une parole qui est entre nous et tout d'un coup on la décontextualise et c'est forcément très désagréable. Donc je le dis tant qu'à faire, puisque c'est très désagréable. Mais pour la petite histoire, je me souviens de cette discussion jeune avec mon père qui m'expliquait que la vie n'a pas de prix. Et je lui expliquais que si, justement, la vie elle a un prix et qu'à un moment donné, il y a des prix qu'il ne faut pas payer. Et donc, précisément, ce Precium Doloris, je crois que c'est un grand coordinateur, entre guillemets, de nos vies. Et puis le troisième, quand même, parce qu'il faut un peu de légèreté, et ça sera mon prochain livre, donc vous voyez, c'est la vis comica, c'est-à-dire la force comique, et c'est les principes de relativité, les principes de distanciation, et puis aussi beaucoup d'ingéniosité. Donc en gros, on a 3 figurations du connais-toi toi-même, imaginatio vera, Precium Doloris et vis comica. Ça me paraît être, entre guillemets, une bonne manière d'assumer tous ces projets que vous nous avez présentés ce matin, qui sont véritablement régénérateurs. J'avais une formule, elle ne vous plaira pas, puisque, entre guillemets, nous sommes pour l'intelligence collective. Et c'est vrai. Mais Plotin avait dit les choses un peu différemment, et ça m'allait déjà très très bien, c'était aller seul vers le seul. Sous-entendu, effectivement, on peut le traduire par la pugnacité ou ce genre de choses, mais surtout se désaliéner. Et ça, c'est un travail, je dirais, qu'on considère aujourd'hui comme su, comme spontané, et croyez-moi, hélas, ça ne l'est pas. Alors pour terminer, je ne sais pas où j'en suis, 12 minutes, donc j'ai encore 3 minutes. 3 minutes pour vous dire que quand même, bon, tout ça, j'ai un métier et j'enseigne des choses, je travaille sur les outils de gouvernance démocratique, donc bien évidemment, ce qu'a dit tout à l'heure le maire de Correns m'a particulièrement touchée, puisque Dieu sait si la démocratie participative est instrumentée, mais je veux bien croire aussi qu'elle ne le soit pas et qu'elle donne des résultats tout à fait efficaces, sachant que je suis aussi un grand défenseur de la représentation politique, mais je travaille à des nouveaux modes de représentation politique. Je vous donne un exemple. Je travaille sur les questions de rematérialisation de la gouvernance mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui au cœur d'une très grande révolution démocratique qui nécessite de l'invention démocratique, comme ça a été dit tout à l'heure aussi par Mathieu. Cette chose-là est que notre cadre de perception de la souveraineté démocratique est national. Généralement, il est local. C'est-à-dire que notre vraie perception de la démocratie, souvent, est locale, parfois régionale, parfois nationale. Au-delà, c'est fini. Le cadre de perception de notre souveraineté, elle est absolument pas, elle ne dépasse pas le cadre de l'État-nation, ce qui fait comprendre que ce cadre de l'État-nation ne sera, malgré ce que l'on dit, jamais obsolète par rapport aux questions de perception de souveraineté démocratique. En revanche, et c'est tout à fait vrai, l'efficace est nécessairement au-delà de l'État-nation aussi. Je ne dis pas qu'il n'est que au-delà, mais il est au-delà aussi. Or, donc, comment vous faites pour avoir un efficace qui renvoie à de la gouvernance mondiale et en même temps maintenir fondamentalement ce rapport intrinsèque, très commun, d'intimité, et vraiment j'appuie sur le terme aussi d'intimité au sens d'intériorité, et pas de privatisation, mais d'intériorité, ce qui n'est pas la même chose,
entre le citoyen et la démocratie. C'est peut-être, par exemple, demain en faisant descendre dans les parlements nationaux la voix du monde et non pas en essayant de créer une énième institution onusienne, désincarnée, abstraite pour les uns. Et donc l'enjeu, peut-être demain, c'est à la fois de montrer comment nos parlements nationaux sont totalement légitimes, et puis nos démocraties, bien sûr, participatives, nationales, sont totalement légitimes sur la question de la souveraineté, mais en même temps, comment ils s'ouvrent à une voie qui n'est pas la leur traditionnellement. Ça peut être la représentation du vivant à l'intérieur des parlements. On commence à y travailler sur ces questions-là. Ça peut être aussi des représentants extérieurs, c'est-à-dire des députés étrangers à 10% demain qui voteraient sur des questions qui ne sont pas exclusivement à compétence nationale. On ne les ferait pas voter sur la charte de la laïcité, par exemple, mais sur les pactes énergétiques, les questions immigration, etc. Et de combiner, parce que l'enjeu, c'est bien évidemment de se préserver des nationalismes renforcés, prosélytistes et populistes, et puis en même temps de garder la grande force de ce qu'est aussi la conquête de l'État-nation, à savoir l'émergence tout de même d'un État de droit. Voilà, j'en ai fini.